nos 4 invités aujourd'hui vont nous parler de ce sujet de l'expérience totale. Donc c'est un sujet qu'on a initié et du coup présenté l'année dernière sur une très belle table ronde. Je remercie encore Pierre-Éric qui est dans la salle, qui pour la première fois m'a parlé de ce terme de l'expérience totale quand je suis arrivé chez Lead Agency il y a un peu moins de 2 ans. Et c'est quelque chose qui m'a énormément intéressé et inspiré pour cette table ronde. Anne-Laure, première question pour toi. Pour histoire de, encore une fois, être encore dans cette introduction et en même temps de poser des bases solides, est-ce que tu peux nous définir, toi, la grande experte, j'allais dire, de l'expérience client, qui étudie ce sujet-là depuis très longtemps, justement, c'est quoi l'expérience client en 2024 et pourquoi c'est aussi tendance, pourquoi ça intéresse autant de monde? Alors déjà, avant de définir l'expérience client, je pense que ce qui est important, c'est de revenir sur ce qu'est une expérience, et ça va résonner avec ce qu'on vient d'entendre. Nous, la façon dont on va définir l'expérience, c'est un moment qui naît d'une interaction, qui fait vivre des émotions et qui résulte au final en une transformation. Donc, les 4 mots à retenir, quand ensuite on va s'intéresser à l'expérience client, c'est un moment. Donc ça veut dire que l'expérience client, c'est pas quelque chose de diffus. Il faut bien réfléchir à la définition de ce moment qui a un début et une fin quand on veut délivrer une expérience client. Ensuite, le deuxième mot important, c'est une interaction. Donc qu'elle soit physique ou digitale, il y a un moment où on interagit. Il y a 2 personnes qui interagissent et qui vont vivre une émotion. Donc ça, c'est le 3e mot, et donc on en a bien parlé à l'instant. Et enfin, la dernière notion, et qui moi me semble vraiment très importante, c'est l'idée de transformation. Parce que l'expérience, c'est pas gratuit, on fait pas l'expérience pour de l'expérience. La finalité, c'est de transformer le client à travers l'expérience vécue. Et ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser quand on crée une expérience client. Alors, est-ce que c'est un sujet à la mode? Moi, je ne pense pas que c'est un sujet à la mode, parce qu'en fait, quand on y réfléchit, l'expérience client, Grégory vient de dire ça, mais c'est un concept qui a 42 ans. Ça a été la première fois qu'on en a parlé, c'était en 1982. C'était je crois qu'il s'appelle Holbrook et Hirschman. Et c'est les premiers à avoir dit qu'il fallait ajouter une couche expérientielle quand on vendait des produits ou des services. Et ensuite, donc en 1998, il y a eu The Experience Economy de Pine and Gilmore qui ont plus massifié le concept et qui ont montré finalement comment tout ce qui était produits et services avait tendance à devenir des commodities, et qu'en fait, ce qui allait pouvoir recréer de la valeur, c'était justement de développer des offres autour de l'expérience. Donc c'est un concept ancien qui est revenu là à la mode, parce qu'il y a effectivement un enjeu de différenciation pour les marques. Aujourd'hui, on se différencie difficilement que par ses produits et par ses services, et donc ça passe par l'expérience. Et pour rester dans les métaphores amoureuses, aujourd'hui, il y a plus que 25% des marques qui trouveraient grâce auprès des jeunes générations. Et donc les entreprises ont bien compris que finalement leur pouvoir de séduction allait passer par l'expérience client. Très bien. Donc ça revient à la mode un petit peu quand même. Ok. Et effectivement, là, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'on est dans un contexte depuis quelques années qui est un petit peu difficile. Tu le dis, il y a cette nouvelle génération qui arrive et qui impose aux marques, en tout cas, de revoir un peu leurs fondamentaux et de travailler sur d'autres choses. Toi, justement, Virginie, en tant que Head of Marketing de HubSpot, tu es au contact, tu vois beaucoup de choses en fait sur ces nouvelles tendances d'achat, notamment dans le B2B, tu vois beaucoup de choses passer, vous faites beaucoup d'analyses, beaucoup d'études. Beaucoup d'études. Voilà, beaucoup d'études et surtout une vision aussi assez mondiale un peu de tout ça. Finalement, est-ce que l'expérience client, c'est un peu une réponse aux enjeux, aux difficultés que rencontrent les entreprises en ce moment du coup, partage-nous un petit peu cette vision et cette nouveau mode d'achat, j'ai envie de dire. Alors, réponse à la première question, oui, bien sûr. Forcément, on le sait, il y a plein d'études qui le prouvent que les entreprises qui mettent l'accent pour délivrer une expérience client de qualité
tirent leur épingle du jeu, sont performantes. Voilà, on a plein de chiffres, je vous les épargne aujourd'hui, mais qui le prouvent. Donc évidemment, on s'y intéresse beaucoup. Et on s'intéresse surtout à l'évolution des parcours clients B2B, parce que c'est vrai que depuis le Covid, il y a beaucoup de choses qui se sont accélérées. Et les modèles B2B tentent à se calquer sur les modèles B2C. Déjà, il y a Gartner qui nous dit que d'ici à 2025, 80% de la relation entre un fournisseur et les clients se fera en digital. Donc il est clair qu'aujourd'hui, même en B2B, l'engagement entre une marque et ses clients repose sur un engagement digital. Du coup, moins évident de créer des connexions, de créer des émotions, comme on le disait tout à l'heure, d'humain à humain. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et puis, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Maintenant, on a des nouvelles expériences de recherche avec ChatGPT. Donc c'est vrai que on a un besoin d'instantanéité. Très vite, dans une boîte de dialogue, on va poser une question, on va avoir tout de suite des réponses. Donc on est beaucoup moins patient quand on cherche des informations sur un site web. On a besoin de trouver tout de suite les informations pertinentes et pas aller chercher, contactez-moi, tout ça. Enfin, ça change beaucoup de choses. Et puis on se rend compte, aujourd'hui, en plus d'avoir un client B2B très informé, très digitalisé, on a un client qui est très autonome, puisque on a un chiffre qui dit que 96% des clients veulent faire leurs propres recherches de manière autonome. Et il est surtout aussi anonyme, c'est-à-dire que les gens ne veulent plus remplir de formulaires pour télécharger des contenus, parce qu'ils ne veulent... quotidien, ça, Virginie. Oui, je sais, et tu n'es pas le seul en fait. Mais effectivement, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on remplit un formulaire pour télécharger un contenu, très souvent, on est sollicité par des équipes commerciales et on se rend compte effectivement que les prospects ne veulent plus toujours parler aux commerciaux. Et il y a beaucoup de marketeurs qui rencontrent des difficultés à générer des nouveaux leads de qualité, les équipes commerciales qui ont du mal à engager des nouveaux contacts, à obtenir des rendez-vous. Et même beaucoup ont du mal à atteindre leurs objectifs commerciaux. Et donc, on a essayé de mieux comprendre pourquoi toute cette accélération, pourquoi ces changements. Et il y a un phénomène démographique qui est assez intéressant à prendre en considération, c'est l'arrivée massive des millennials dans les décisions d'achat. Aujourd'hui, ils représentent 64% des décideurs B2B. Et donc forcément, on sait qu'ils sont digital natives, on sait qu'ils sont très à l'aise avec les réseaux sociaux, les communautés et tout ça. Très mobile aussi. Très mobile, absolument. Et puis surtout, eux, ils sont beaucoup moins ouverts aux sollicitations intrusives qui manquent de personnalisation, qui ne sont pas pertinentes. Et on a même un chiffre qui dit que 54% des millennials veulent des parcours d'achat qui écartent totalement les équipes commerciales. Du coup, un peu compliqué, effectivement, quand on demande aux commerciaux de faire de plus en plus de prospection. Et donc, on a vraiment ce phénomène d'autonomie, de libre service qui se développe. Donc, ça veut dire pour les équipes marketing, développer des contenus pour baliser un peu ce parcours et laisser la possibilité, du coup, au prospect d'avancer à son rythme, comme il le veut, voire même aller jusqu'à contractualiser, acheter en ligne. Et puis, donc, on a cette polarisation vraiment du parcours d'achat avec, d'un côté, les cycles en libre service, plutôt pour les cycles courts, les ventes peu complexes, et d'un côté, les ventes où là, le commercial reprend toute sa place, toute sa valeur, à condition qu'il soit pertinent, informé, avec la bonne donnée et tout ça. Du coup, Alexandre... C'est un peu les enseignements qu'on a. Ouais, je comprends. Et du coup, Alexandre, pour rebondir sur ce que dit Virginie, vous, chez OneFlow, c'est aussi quelque chose que j'imagine vous voyez énormément, parce que sur cette digitalisation de la relation client, cette volonté aujourd'hui de supprimer en fait les PDF, les contrats papier qui se dispersent, qui se perdent, etc. C'est des enjeux auxquels vous faites face tous les jours avec des entreprises qui cherchent à un peu à réinventer finalement leur modèle, ou en tout cas leur playbook, j'allais dire, comme on peut dire. Complètement, et en fait on le vit en même temps qu'eux, hein. C'est-à-dire que nous on le pousse chez nos clients pour un peu dépoussiérer des processus contractuels qui peuvent être fastidieux, qu'on connaît tous, hein. On s'envoie soit des emails si on est déjà un peu digital, mais on s'envoie des retours, etc. Ou alors c'est des fois des process complètement papier. Et donc quand je dis qu'on le vit doublement, c'est-à-dire que nous on le pousse chez nos clients, mais nous aussi on doit s'adapter à ça. Et donc je rebondis sur ce que dit Virginie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce que Virginie évoque, c'est un peu le dark funnel. En fait, on ne sait pas ce qui se passe. Et quand ils viennent nous parler, ils sont, alors, pas toujours, hein, mais presque autant experts que nous sur notre solution. Ils ont déjà vu la concurrence. Et ça transforme aussi opérationnellement. Et moi, c'est un peu aussi mon job avec la casquette RevOps. C'est comment on arme nos équipes opérationnellement pour répondre à ces nouveaux enjeux. Et le point, c'est qu'on a des métiers qui changent. Aujourd'hui, on a des équipes sales, on a un peu ce playbook qu'a apporté Salesforce, que HubSpot aussi, qu'on a tous un peu fait. On a nos SDR, on a nos sales, on a nos après-sales, on a nos customer success. Et aujourd'hui, en fait, les barrières deviennent assez floues entre toutes ces équipes, parce que le client est informé, parce que le client a déjà testé l'outil. Et donc, en fait, le sales, même la première interaction qu'il a et ce moment d'expérience, c'est
En fait, je dois vous accompagner plutôt dans l'expérience que vous vivez déjà avec notre produit, plutôt que vous informer, vous faire une présentation et potentiellement vous démontrer un peu nos atouts par rapport à la concurrence. Et donc, il y a ce paradigme que nous, on pousse pour vendre notre solution et en plus, on se place dans un écosystème qui est plus large que nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des clients qui ont des degrés de digitalisation qui sont assez différents, pas la même maturité. On a qui sont papier, il y en a qui sont déjà à leur deuxième, troisième solution contractuelle. Ils cherchent l'innovation technologique qui fait que. Donc nous, on doit s'adapter. On doit surtout s'adapter à un écosystème dans lequel ils travaillent. Ils n'achètent pas que notre solution. Ils achètent une solution qui s'insère. Donc on va avoir des clients HubSpot. Donc il faut être sûr que notre solution s'intègre complètement dans ce processus-là. Et puis on a toute une ribambelle autour d'outils sur lesquels il faut qu'on s'intègre. Et on doit composer avec cet ensemble-là. Et c'est vrai qu'avec l'accélération technologique qu'on vit depuis quelques années, cette course un peu frénétique qu'on a tous, elle est d'autant plus renforcée, mais je pense qu'on va y revenir plus tard dans les questions. D'ailleurs, en miroir de ce que disait Grégory au début, la place de l'humain revient assez centrale en fait, parce que la techno est tellement devenue une commodité aujourd'hui qu'on sait tous à peu près faire les mêmes choses, qu'on a plein d'outils qui nous aident au quotidien à faire à peu près les mêmes choses. Et donc la question qu'on se pose, c'est pas tant les outils dont on a besoin d'un point de vue technologique, mais c'est quelle expérience on veut proposer et quels sont les outils qu'on doit choisir, avec lesquels on doit composer pour y arriver. Tu me fais une super passe décisive, Alexandre. Merci. Ça prévu. enchaîne parfaitement du coup avec ma question d'après, parce que on l'a vu effectivement. Visiblement pour moi, il me regarde. Donc... Bah oui, prépare-toi. C'est vrai qu'aujourd'hui, donc on a parlé de digitalisation, on a parlé effectivement de tous les enjeux, les nouveaux millennials, etc., qui arrivent en tant qu'acheteurs. On a un thème sur cet après-midi, c'est la place de l'humain dans la transformation. Et du coup, on parle d'outils. Mais l'humain, du coup, par rapport à ça, par rapport à ces outils, comment on arrive à l'embarquer, comment on arrive en fait à les faire que ces outils améliorent l'expérience client, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, les gens aujourd'hui n'échangent presque plus face à face, ils passent par le digital. Comment tout ça se passe et c'est quoi cette place de l'humain par rapport aux outils ? Alors effectivement, déjà, les outils sont devenus malgré tout indispensables, mais tu le dis très justement, c'est pas la techno pour la techno. Et en fait, moi, je considère que la techno, elle est efficace à partir du moment où elle est invisible. Et elle doit, que ce soit l'IA, que ce soit les différents outils au sens large, elle doit juste être là pour permettre aux humains d'être plus efficaces ou plus pertinents, pour leur permettre de mieux engager avec leurs clients, avec leurs prospects, et de du coup créer ces fameuses émotions. Mais oui, je pense qu'il est clair aujourd'hui que les outils deviennent indispensables parce que tout va très vite, parce qu'il faut produire plus de contenu, parce qu'il faut avoir des go-to-market plus courts. Et donc, pour passer à cette échelle, on ne peut pas faire autrement que d'avoir les bons outils. C'est là où nous, on se rend compte que le CRM devient vraiment le centre névralgique des entreprises qui se développent. Et j'y vois 4 piliers. On a effectivement la donnée. Si tu n'as pas la donnée, tu peux avoir le meilleur outil du monde, mais ça ne va pas servir à grand-chose. Donc vraiment, les données clients, l'analyse des signaux faibles, des comportements, pour mettre en place les bonnes actions pour bien engager et créer cette fameuse bonne expérience client. Le contenu, évidemment, pour pouvoir personnaliser les messages. Et Dieu sait qu'il faut en créer, et sur tous les formats, et que ce soit bien mis à jour. On va avoir également des capacités d'activation pour activer cette donnée et vraiment lui donner de la valeur, orchestrer des parcours, automatiser également pour gagner du temps sur les tâches répétitives et pouvoir personnaliser à l'échelle. Personnaliser ces petites attentions, mais finalement à grande échelle. Et puis, on a l'IA aussi, évidemment, qui va aider à tout ça. On en parlera beaucoup après, mais effectivement, tu peux déjà un petit peu en parler. Mais l'IA, pour moi, également, elle doit juste... Et Grégory le disait très justement, d'ailleurs, elle permet beaucoup de choses, elle vient vraiment assister l'humain, mais il ne faut pas oublier de peut-être revoir les contenus. Il y a toujours une décision humaine derrière qui va générer ces émotions et du coup faire en sorte que l'expérience va être de qualité. Et tout ça, Alexandre, juste en quelques mots, ça va aussi permettre en fait à tout le monde d'être impliqué, que ce soit les collaborateurs, que ce soit les partenaires, que ce soit les prospects, les clients. En fait, ces outils et cette place de l'humain, justement, elle va challenger tout le monde et elle va permettre tout simplement aussi une meilleure synergie entre tous ces gens-là. Alors, quand on le fait bien, est-ce qu'il y a un vrai enjeu d'un point de vue opérationnel et structurel, mais l'idée, elle est là. Mais c'est juste qu'on est dans
dans un environnement technologique qui est quand même assez dingue aujourd'hui. Si on regarde un peu le landscape Martech en 2011, c'était 150 outils. On est à plus de 11 000, donc ça veut dire qu'il y a plus de centaines de millions de combinaisons possibles aujourd'hui. Et donc en fait, c'est de faire les bons choix et de revenir un peu ce qu'on évoquait. Hein, c'est quelle expérience on veut proposer, comment on s'arme pour ça et comment surtout on la fait évoluer. Et typiquement, sur de la fonction RevOps, où l'idée c'est quand même de créer des processus qui soient scalables et répétables pour grossir, mais on essaye aussi de délivrer ce qui était évoqué en première partie, c'est de l'empathie qui soit authentique. Alors comment on fait en fait et je pense ce qui est intéressant aujourd'hui par rapport à il y a peut-être 2-3 ans, c'est qu'on était quand même sur une hype technologique où attends, il faut que je fasse de l'IA. On a tous reçu ces milliers de messages dans nos boîtes aux lettres à l'année, de emails complètement personnalisés. C'était cool. Maintenant, on sait qu'en fait, il n'y en a aucun qui soit vraiment personnalisé, c'est que de l'IA. Et donc, on revient, nous, on le voit, on a des petits signaux. Je ne vais pas vous dire qu'aujourd'hui, c'est le playbook qui marche le mieux, mais on le voit sur certains de nos marchés. Bon, bah, finalement, on revient au coup de téléphone. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que, par exemple, sur un process de vente, on va revenir à la magie du sales. Et c'est intéressant d'en revenir là où on s'est dit bah non en fait les outils vont tout faire, on va envoyer des milliers, on va bombarder, puis le business va venir. Le business est venu quand même, mais là on est un peu tous dans un sentiment quand même de fatigue technologique et on est plus attentif aujourd'hui à la pertinence du message au moment où on va le recevoir, qui est hyper important aujourd'hui. On essaie de capter ces signaux-là. Et donc oui, et juste pour finir, pour répondre à ta question, on fait partie d'un écosystème. On a nos équipes, on a nos partenaires avec qui on travaille, on a la façon dont ils travaillent, eux, avec leurs clients. Et l'idée, c'est un peu de juxtaposer toutes ces parties prenantes ensemble et d'essayer d'avoir la meilleure expérience client à proposer. Et ouais, c'est sport à organiser. Et si je peux compléter, parce que du coup, j'ai eu une discussion ce matin assez intéressante avec Benjamin. Benjamin, si tu m'écoutes, il est par là. Justement, on est sur une tendance, finalement, d'allègement technologique. Parce qu'il me partageait, il me disait, en fait, on se rend compte qu'on a voulu mettre plein d'outils à dispo, des équipes sales pour les rendre plus performants et tout ça. En fait, on les a perdus parce qu'ils passent beaucoup de temps à essayer d'utiliser chacune de ces solutions. Et finalement, on revient à quelque chose d'un peu plus léger, moins d'outils, mais peut-être un peu plus miser dessus, un peu plus les faire évoluer. Et c'est une vraie tendance aussi qu'on observe chez nos clients et qu'on prône évidemment, même si on a beaucoup de solutions top dans l'écosystème et tout ça, mais c'est vrai que... Mais on s'est perdu. Mais on s'est un peu perdu. On s'est perdu et je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, alors c'est peut-être pas le sujet, mais juste petit aparté, c'est qu'il y a des technologies aujourd'hui qui font ce mouvement-là. HubSpot a racheté aujourd'hui des outils dans la data. Il y a des offres beaucoup plus intégrées. Là, on a acheté un peu le best of breed pendant 10 ans sur chaque microprocess. On revient des offres un peu plus... C'est un coût. Ouais, exactement. C'est un coût à maintenir technologiquement et ça nous aide aussi en termes de clarté à revenir un peu plus au basique et de se dire, OK, l'expérience client, c'est ça, et on a besoin d'autant d'outils. Et si on le fait bien avec un peu moins, on le fera mieux. Julien, du coup, j'aimerais là évoquer un petit peu ce concept de l'expérience totale parce qu'on a beaucoup parlé de cette expérience client. En préparant cette table ronde, je suis tombé sur une phrase de Richard Branson, donc le patron de Virgin. Je ne vais pas vous la faire en anglais, mais globalement, en fait, ce que ça dit, c'est les clients en fait ne viennent pas en premier, ce sont les employés. Si vous prenez soin de vos employés, alors ils prendront soin de leurs clients. Et dans ce concept de l'expérience totale, on a cette notion effectivement de la place du collaborateur. On parle de la place de l'humain dans cet après-midi, et le collaborateur en soi, si on lui donne pas les bons outils, si on lui donne pas les bons process, si on lui permet pas en fait de s'exprimer correctement dans son métier, il peut pas lui ensuite délivrer en fait cette notion d'expérience client. Du coup, toi, avec ton expérience du coup chez Aidu, qui est un des partenaires d'Asana en France, vous travaillez beaucoup avec les entreprises en fait dans cette notion d'accompagnement, donc dans la place en fait du collaborateur, de l'expérience collaborateur en fait au sein de plein d'entreprises. Mais je crois que tu travailles même à l'international. Il y a pas mal de boîtes même aux États-Unis que tu accompagnes. C'est quoi un petit peu ta vision de tout ça et quelle place justement doit avoir en fait cette notion du collaborateur dans l'expérience client? Alors c'est un très bon point effectivement, parce que l'expérience collaborateur, si on imagine une équipe ou des collaborateurs qui sont soit démotivés, stressés ou sous l'eau, et c'est le constat que nous font énormément de clients qui viennent vers nous d'ailleurs, qui sont bombardés d'emails, qui ont des tableurs partout, des slides dans tous les sens à mettre à jour toutes les semaines.
Ça vous parle peut-être, mais voilà, si on a en tout cas ce constat-là, forcément ça veut dire qu'en interne on n'est pas efficace, ça veut dire qu'on perd du temps. Comme tu le disais, il faut faire gagner du temps à l'humain. Et là, c'est exactement le but d'un outil tel que Asana, c'est de faire gagner du temps au quotidien. Parce qu'il y a une étude indépendante, je ne sais pas si vous mesurez le temps quotidiennement que vous perdez à faire des actions qui ne sont pas la véritable valeur ajoutée pour laquelle vous êtes embauché. Et il y a des études indépendantes qui montrent qu'on passe, et vous allez peut-être tomber de votre chaise, mais 60% de notre temps à consacrer uniquement Mais il vaut mieux pas le savoir. Oui, exactement. Alors, ce que j'appelle ces tâches organisationnelles qui font perdre du temps, c'est par exemple des réunions superflues où on y va sans savoir pourquoi on y va. Ça va être des notifications que l'on reçoit alors qu'on ne devrait pas être destinataire. Ça va être des plannings qui sont dans plein d'Excel séparés et qu'on perd un temps fou à retrouver. Des slides pour faire du reporting, etc., etc. Et ça, tout ça mis bout à bout, c'est 60% de notre temps par jour qu'on perd à faire ce genre de choses. Et alors que l'on veut, comme tu le disais, libérer du temps pour l'humain, parce que pour générer la meilleure expérience client, il faut que les équipes elles aient le temps de suivre les évolutions du marché, de s'intéresser à leurs clients, d'obtenir des feedbacks, de mener leurs projets en temps et en heure. Et forcément, pour tout ça, il faut coordonner et s'organiser efficacement. Et donc, c'est exactement là où s'insère un outil tel que Asana, qui vient, par exemple, réduire le nombre d'Excel, qui peut permettre à des sociétés, et on a plein de clients qui en sont la preuve, de ne plus avoir d'email du tout en interne. La mienne en est la preuve. Là où j'étais avant, parce que j'étais ancien client d'Asana aussi, on n'avait quasiment plus d'email non plus en interne. Et la collaboration était beaucoup plus simplifiée, sans silo entre les équipes. Ok. Petite question pour toi, Anne-Laure, pour rebondir sur ce que dit du coup Julien. Est-ce qu'on peut se former à l'expérience client? Je sais que toi, tu travailles sur une école, c'est ça, de l'expérience client. Du coup, est-ce qu'on peut se former? Est-ce qu'on peut accompagner les collaborateurs en fait sur cette notion-là? Comment on peut faire? Alors déjà, effectivement, nous, on a créé une école de l'expérience client pour accompagner les entreprises et leurs collaborateurs sur ce terrain-là. Et je pense que ce qui est important dans cette formation, c'est de créer un contexte adéquat pour vraiment que la formation soit suivie d'un changement des comportements. Et pour nous, ça part quand même d'un partage d'une vision de l'expérience client qui soit plus positive et plus ambitieuse que ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, souvent, dans les entreprises, l'expérience client, c'est il faut corriger les irritants, il faut traiter les clients insatisfaits. Et nous, notre point de vue, c'est que c'est pas en partant de ce type de discours qu'on peut embarquer les équipes sur le sujet de l'expérience client. Je vois personne qui, dans la vraie vie, veut travailler dans un job où on ne voit que les trucs qui vont pas, ou se former pour aller que parler ensuite d'irritants. Donc ça, c'est la première chose, c'est de créer un contexte adéquat. Et ensuite, le deuxième point, c'est que on parle beaucoup de formation à l'écoute, à l'empathie. Encore ce matin dans le train, j'ai reçu une demande pour venir faire une formation sur ce sujet-là. Mais en fait, moi, à la base, je considère que ces formations, elles font pchit si effectivement on n'a pas à la base les bons outils et les bons process mis en place. Moi, je travaille beaucoup dans le retail. Aujourd'hui, des formations sur l'écoute et l'empathie, il y en a, mais à la pelle. Le vrai problème, c'est que le vendeur, tant qu'on lui demandera d'aller passer, en fait, tant que les process font qu'il a besoin de passer la moitié du temps en arrière-boutique pour gérer ses stocks, on peut l'avoir formé autant qu'on veut. Au mieux, il ne se passe rien. Au pire, c'est contre-productif parce qu'en fait, il est frustré de ne pas pouvoir mettre en œuvre sa formation. Donc, il y a un truc, c'est que l'expérience client, on dit beaucoup que c'est un état d'esprit. Et je ne suis pas d'accord avec ça parce qu'en fait, à force de dire que c'est un état d'esprit, tout le monde se donne bonne conscience en se disant on va former à l'écoute, à l'empathie, machin, etc. Mais on se cache un peu le vrai problème. Et l'autre jour, je lisais un post d'une fille qui parle d'expérience client sur LinkedIn et je trouvais ça hyper juste. Elle disait parfois il vaut mieux un COO avec un mindset client plutôt qu'un CXO. Donc vraiment, se dire en fait, à un moment donné, l'expérience client, c'est autant du process que de l'humain finalement. Et j'imagine, Julien, qu'avec le télétravail qui s'est développé énormément, avec l'arrivée de l'IA, il y a eu beaucoup de changements d'organisation aussi au sein des entreprises. Ça, c'est quelque chose aussi que tu vis peut-être. Comment aujourd'hui on peut justement aider ces gens qui travaillent sans peut-être des fois se voir? Je crois même que toi, dans ton entreprise, vous êtes en full télétravail. Du coup, comment ça se passe? Et est-ce qu'aujourd'hui, justement, ces outils, ces humains, cette relation, ces formations, ces enjeux-là, comment ça se passe en fait?
Alors exactement, effectivement, comme tu le signales, chez Aidu, on est une quinzaine et on est full remote, tous. On n'a pas de bureau, a priori, je pense qu'on n'en aura jamais parce qu'on est répartis en France, en Europe et même aux États-Unis. Et en fait, j'irais même jusqu'à dire que une partie de l'équipe ne se sont jamais vus en vrai du tout. Donc on collabore depuis 3 ans à distance et ça serait impossible sans un outil tel que Asana, qui nous a permis du coup de mettre à plat les processus, d'avoir vraiment des gestions de projets qui sont standardisées. On a pas mal de petits rituels d'équipe qui nous permettent aussi de finalement pas mal se voir aussi en visio. Mais ça permet en tout cas, et j'en suis sûr, de collaborer efficacement et d'avoir un suivi fluide de projet, même en télétravail 100% remote, quoi. Mais à condition d'avoir des conventions, de se dire que tel outil sert à tel usage et que tout le monde en convienne et que si on investit tous dans la même direction, là, il n'y a aucun souci, je suis sûr que ça peut marcher, quoi. Du coup, Alexandre, justement, tu as commencé un tout petit peu à en parler tout à l'heure par rapport à ton job, notamment sur la partie revenu opération. Ça, c'est peut-être quelque chose que tout le monde ne connaît pas vraiment. Le travail collaboratif, les outils, tout ça. Justement, c'est un peu ton rôle. Les conventions dont parle Julien, donc ces process qu'on peut mettre en interne, ces règles qu'on définit. Est-ce que tu peux rapidement, parce qu'il nous reste à peu près un peu plus de 10 minutes là, nous expliquer justement ce rôle-là pour expliquer un petit peu à tout le monde, parce que c'est quelque chose qui est assez nouveau en fait dans les entreprises. Est-ce que dans la salle, vous avez déjà entendu parler du rôle de Revenue Operation? Juste à main levée, comme ça? Ok. Ouais, Sales très Operation, peut-être? Okay. Très peu, du coup. Ok, c'est quelque chose qui a émergé il y a quelques années aux États-Unis, qui commence à bien se développer depuis 2-3 ans en Europe. L'idée, c'est d'avoir une fonction dans les équipes go-to-market qui soit là pour supporter notre go-to-market. Donc, à savoir les équipes sales, les équipes marketing, les équipes customer success, de se poser la question collectivement quelle expérience client on veut proposer et comment on s'arme d'un point de vue process, d'un point de vue outil, d'un point de vue data et d'un point de vue du coup insight qu'on va récupérer de la data pour être un peu cette fonction boussole pour les équipes go-to-market. Donc ça, c'est le vœu pieux que je mets sur les slides quand je présente la fonction en interne ou en externe. Et puis après, il y a la réalité du terrain où l'idée, c'est d'auditer nos process assez régulièrement, de les faire évoluer et d'être sûr que d'un point de vue technologique, on a les bons outils pour supporter la façon dont on veut attaquer nos différents marchés, sachant qu'aujourd'hui, OneFlow, on est sur 6 marchés en Europe avec des spécificités locales et de s'assurer qu'on fait tous les mêmes choses, on fait tous les choses de manière consistante à travers nos marchés avec la même approche. Julien, pour encore continuer d'avancer sur cette table ronde et on approche tranquillement de la fin, on est bien dans le timing, c'est parfait, bravo en tout cas, merci pour ce respect, c'est toujours un petit moment aussi stressant par rapport à ça, mais c'est très très bien. J'aimerais qu'on évoque aussi un petit peu la mesure un petit peu de cette expérience totale. Aujourd'hui, c'est assez facile de savoir si un outil est bien utilisé, si les collaborateurs sont satisfaits. Est-ce que c'est important de mesurer ça aujourd'hui, notamment toujours dans cette place du collaborateur? Est-ce que ça nous permet tout simplement, ces chiffres, d'améliorer certaines choses et donc peut-être, in fine, d'aller améliorer cette expérience client? Alors, c'est pas forcément si simple en fait. Parce que ça va être très facile de voir qu'un projet va respecter un planning, que les livrables sont atteints. Ça va être des mesures qui vont permettre de voir qu'un outil, par exemple, va être efficacement utilisé. Et par exemple, pour l'anecdote, le taux de connexion que tu évoquais à un outil, c'est pas forcément la bonne métrique tout le temps. Parce que là, j'ai une expérience que j'ai eue récemment avec un CEO qui nous a contactés, avec qui on ne travaillait pas encore, qui m'a appelé et qui m'a dit « Bonjour Julien, j'ai un taux de connexion à Asana très faible. » J'ai du coup, oups quoi. Et finalement, je vais doubler le nombre de licences en passant par Aidu. Raisonnement qui paraît complètement... Toi, t'étais content, non? Moi, j'étais content et j'entrevoyais la réponse. Mais à première vue, comme ça semble complètement contre-intuitif. Et ça rejoint ce qu'on se disait avant, c'est qu'en fait, il faut, quand on met en place un outil, il faut aussi se donner les moyens en interne que ça fonctionne, sans quoi finalement les performances qu'on va lire, elles seront complètement erronées. Et là, en fait, pour dire très vite son analyse, c'est qu'en fait, il avait, pour des raisons budgétaires, déployé l'outil à une partie uniquement des collaborateurs. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'une partie des process ont continué à vivre dans des Excel. Donc les gens qui avaient Asana se retrouvaient un peu à dupliquer les infos et dans Asana et dans Excel. Et donc là, il s'est interrogé, il s'est dit, bon, est-ce que c'est la faute des équipes? Est-ce que c'est l'outil qui n'est pas le bon, Asana? Ou est-ce qu'en fait, je n'ai pas donné les moyens véritablement à mes équipes d'avoir un succès avec l'outil? Et il a fait ce troisième choix. Il a augmenté le nombre de licences. Du coup, tout ce qui était dans Excel est passé dans Asana. Et la communication aussi, quasiment plus d'emails. Et pour l'instant, le choix semble être le bon. Donc la performance, les datas, c'est bien.
Mais voilà, faut prendre un peu de recul aussi et les lire et les traduire correctement. Très bien, très bien. Et du coup, Anne-Laure, petite question. Du coup, dans l'expérience client, on parle souvent de cet indicateur, le NPS. C'est un indicateur qui est utilisé, je sais pas, depuis 40 ans, comme l'expérience client presque. C'est quelque chose que peut-être certains d'entre vous utilisent, cet indicateur, pour mesurer la satisfaction client. Est-ce qu'il est encore d'actualité ? Alors, c'est un peu ma question favorite, donc il va falloir que je fasse court, mais je peux en parler des heures du NPS, donc, parce que j'ai beaucoup, voilà, j'ai beaucoup travaillé dessus dans ma vie professionnelle. Mais oui, globalement, il est toujours d'actualité, mais, parce que c'est forcément 2 temps dans la réponse, mais il faut le faire évoluer, et notamment si on se projette dans qu'est-ce que sera l'expérience client demain. Clairement, moi, je suis convaincue qu'il y aura une alternative au NPS. Mais bon, à court terme, c'est quand même vraiment l'indicateur qui est toujours de référence. On en parlait tout à l'heure avec Virginie. Je pense qu'en plus, moi je viens du B2C, donc le NPS est vraiment utilisé depuis effectivement 40 ans. Là où en B2B, c'est effectivement plus récent. Aujourd'hui, moi, mon point, c'est de se dire qu'aujourd'hui, si on ne peut pas remplacer le NPS, parce que c'est vraiment l'indicateur de référence, on peut, à défaut, essayer de bien le faire. Et aujourd'hui, moi, je vois qu'il y a vraiment NPS et NPS, et que parfois, quand on voit comment le NPS est fait dans certaines grandes entreprises, ça fait un petit peu frémir sur la valeur vraiment customer-centrique du NPS. Donc, à la base, aujourd'hui, à court terme, c'est quand même de se dire... Comment on fait un NPS qui sert à quelque chose, qui n'est ni un NPS complètement égocentrique, c'est-à-dire qu'on a biaisé les couleurs de l'échelle, les noms mis sur l'échelle pour obtenir le meilleur score, ou un NPS bonne conscience qui sert juste finalement à se féliciter quand on a un NPS qui monte et à sanctionner les équipes quand on a un NPS qui baisse. Après, je pense qu'il faut vraiment créer un nouvel indicateur, et moi c'est pour ça que j'ai créé Mayhabi, c'est vraiment parce que je suis convaincue de la nécessité d'avoir un indicateur qui soit à la fois plus émotionnel et plus opérationnel que le NPS. Et il y avait un chiffre de McKinsey, alors qui date un peu, mais qui disait que seulement 6% des chefs d'entreprise considèrent que les systèmes de mesure qu'ils utilisent actuellement leur permettent de prendre des décisions. Donc il faut se dire comment on fait évoluer les choses pour que cet indicateur puisse devenir quelque chose qui est au service des équipes et pas juste là pour prendre la température. Voilà. C'est quelque chose, le NPS, que vous utilisez aussi, vous trois, dans... Oui, tout à fait. Oui. Et toi, non, Alexandre, non, c'est pas... Oui, mais c'est un indicateur parmi d'autres. Okay. On va regarder aussi l'usage du produit, on va essayer aussi de opérationnaliser le ressenti du customer success ou la personne qui va interagir avec le client pour que ce soit un peu l'indicateur ensemble des trois qui nous donne une jauge de la relation qu'on a avec nos clients. Je vois qu'on a des super questions, donc on va terminer, juste une petite dernière question voilà, pour terminer cette table ronde et puis de prendre ces questions parce que je vois qu'il y a des choses assez intéressantes. Question pour toi, Virginie, peut-être pour terminer. Je sais que tu l'attendais avec impatience. C'est une question un peu difficile. Vas-y. On peut la poser aussi aux autres. Ouais, je crois. Ça sera intéressant d'avoir un petit peu vos visions à chacun, comme il nous reste 5 minutes, justement. Sur ces 5 ans à venir, c'est quoi un petit peu l'évolution que vous anticipez sur cette notion d'expérience client, d'expérience totale et quels conseils on pourrait donner aux entreprises qui ont envie d'évoluer sur ces sujets-là? Oui, alors 5 ans, vous imaginez pourquoi je trouve la question difficile, parce que quand déjà on voit ce qui se passe en 6 mois, c'est très difficile de se projeter dans 5 ans. Ce que je crois, c'est à l'hybridation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de la place du digital, de l'humain, de l'IA, de l'humain, tout ça. On ne deviendra pas, à mon avis, tout digital ou tout IA. Alors, certes, on va, à mon avis, vivre une accélération, une phase de saturation même de messages de marque, parce que tout le monde va pouvoir créer beaucoup, beaucoup de contenu. C'est très bien, mais il y a un risque, évidemment, du coup, un peu contenu de moins bonne qualité. Je parlais tout à l'heure de cette volonté d'autonomie, de libre service qui est déjà très marquée et qui, je pense, va s'accélérer. Si j'ai peut-être un conseil à donner, c'est, si ce n'est pas déjà fait, penser à l'évolution de son modèle de vente de manière hybride et pouvoir du coup donner la possibilité de ces achats en libre service, en tout cas pour une partie peut-être de l'offre, ça dépend évidemment de ce que vous vendez, pour aussi bien replacer le rôle des équipes commerciales.
vraiment sur des expériences plus à valeur. Un sujet qui évidemment pour nous est crucial, c'est la donnée. Et alors pas Il y a la une question justement sur ça. Après, voilà, ouais, c'est ça pas tombe la bien. donnée pour la donnée, mais c'est en tout cas de lier, d'interconnecter toutes les données récoltées par différents canaux, différents moyens, et vraiment d'enrichir ce capital data pour pouvoir l'activer et délivrer des expériences personnalisées de qualité et tout ça. Et c'est un sujet depuis toujours, mais qui n'est pas encore complètement résolu, c'est l'alignement des équipes. Les outils aident aussi à ça, la donnée aide aussi à ça. Mais peut-être que dans 5 ans, on sera encore à se dire comment on aligne le commerce et le marketing. Écoute, tu viendras nous en reparler dans 5 ans, on fait ça. Ok. Julien, toi aussi, par rapport à l'audience et qui ici, qui se pose peut-être des questions sur comment embarquer ses collaborateurs, comment justement améliorer ce travail-là, un petit conseil que tu peux donner par rapport à ça? Alors, le petit conseil de tout à l'heure, c'était que finalement, si on investit plus dans l'outil, la valeur ajoutée en sera d'autant plus grande ensuite. Et là, vraiment, on voit que les nouvelles générations dont tu parlais, elles sont friandes de tout ce qui est digital malgré tout. Donc, elles se lancent très facilement dans des outils type Asana. Les anciennes générations, un petit peu moins. Mais malgré tout, il y a un tel gain, en fait. Et c'est ça l'enjeu pour les années à venir pour ce type d'outils, Asana ou autre. C'est de faire réaliser aux entreprises, en fait, le potentiel qu'il y a finalement en gain de temps. Et ce qui n'exclut pas l'humain du tout, au contraire, parce que ça va libérer beaucoup de temps pour l'humain. Mais ce gain de temps énorme qu'il peut y avoir toutes les semaines à standardiser, avoir des processus qui vont être automatisés via ce type d'outils. Et par exemple, on entend très souvent parler de réduction de notifications. C'est typiquement quelque chose où si on en a beaucoup moins, on se sent mieux au quotidien, on gagne du temps, et finalement tout le monde est gagnant, quoi. Anne-Laure aussi, petite question pour toi justement sur ces prochains mois, alors parce que 5 ans c'était un petit peu loin, mais toi qui vraiment es sur ce sujet-là au cœur, au quotidien. Alors moi, peut-être à plus long terme, effectivement. Moi, donc je suis une fan du livre The Experience Economy mentionné tout à l'heure aussi, et je suis convaincue qu'effectivement on va passer d'un monde là où on est sur finalement un business de l'expérience vers ce que j'ai appelé tout à l'heure ce business de la transformation. Et dans ce bouquin, les chercheurs montrent bien comment l'expérience va aussi finalement devenir une commodity à un moment donné et qu'on va passer sur ce stade de la transformation. Et ils montrent les implications que ça a sur des business models. Alors, il prend, je pense, à l'expérience des restaurants, mais comment finalement, dans les restaurants, on serait plus amené à payer pour la nourriture qu'on consomme, mais finalement, ni pour l'expérience ou le service qui est délivré, mais quelque part, voilà, j'ai promis que j'étais un restaurant qui offrait de la nourriture saine. Est-ce que concrètement, mes clients ont perdu du poids, ont fait baisser leur taux de cholestérol, etc. Donc, enfin, cette idée de passer d'une expérience à la transformation, je pense qu'il y a vraiment toute une opportunité business pour les entreprises, et que du coup, dans ce contexte-là, je pense qu'il faut se préparer à ce que la satisfaction soit plus finalement le grand paradigme de l'expérience client, mais qu'on change pour une autre façon de mesurer et de concevoir ce qu'est une bonne expérience. Et du coup, à court terme, moi, mon conseil quand même, c'est de s'intéresser sérieusement au sujet des sciences comportementales pour vraiment comprendre l'humain. Enfin, pour moi, c'est la meilleure façon de vraiment intégrer l'humain dans l'expérience client, dans les process, c'est d'aller regarder ce que racontent les Kahneman et autres sur ces sciences et sur la façon dont les êtres humains prennent des décisions et se comportent. Alexandre, je sais qu'il y a beaucoup de responsables commerciaux dans la salle. Est-ce que justement, sur cette notion un peu des prochains mois, tu évoquais tout à l'heure, c'est devenu compliqué aujourd'hui, il faut remettre un petit peu de l'empathie, remettre de l'humain, la place du commercial, du coup, reprend un petit peu d'importance. Si tu devais, là, en 1 minute pour terminer, donner, juste, je sais, c'est court, mais c'est ton challenge. Voilà, plutôt sur cet aspect de vente. Ouais, et pour boucler ce que tu viens de dire, je pense qu'aujourd'hui, les entreprises, et ça se traduit avec la vente, mais qui s'en tirent le mieux, c'est celles qui gère cette hybridation humaine et digitale très bien des deux côtés. En externe avec les clients, en leur donnant le choix. Si tu veux me parler, très bien, on est disponible, on va te présenter notre solution. Si tu veux pas me parler, tu peux accéder au produit directement. Et donc ça, offrir le choix à nos clients de leur parcours, c'est déjà une première chose et un premier enjeu. Et deuxième, c'est aussi de nos collaborateurs. On parlait de ces 60% qu'on passe sur ce qui n'est pas de la valeur ajoutée. Comment on met en place les bons outils pour qu'on revienne à ces 40%, et aussi se poser la question aujourd'hui avec l'IA,
de quels sont vraiment les 40% où j'ai de la valeur ajoutée. Et là où j'ai de la valeur ajoutée aujourd'hui, est-ce que je l'aurai encore dans quelques mois avec les nouveaux outils? Et donc je pense que c'est un peu ces différents éléments de l'équation qu'il faut résoudre, qu'il faut continuer à résoudre un peu de manière continue. Très bien, merci à tous les quatre. Je vais prendre du coup les questions qui ont été posées. On a peu parlé du collaborateur client. Alors, est-ce que l'un d'entre vous veut se lancer un petit peu sur ce sujet-là? Peut-être que d'ailleurs, tu as un parti pris là-dessus avec HubSpot, mais nous, on le voit aujourd'hui sur nos clients. Alors, juste pour être sûr de la question, on parle du collaborateur dans l'entreprise ou du collaborateur chez le client qui va utiliser notre solution? Ah, bonne question. Très bon point. On va peut-être préciser. Mais... Alors, avant de vendre à un client, avant de vendre à un logo, nous aujourd'hui, on vend d'abord à des users. Et ces users, ils peuvent venir de différents départements, avec des objectifs et des enjeux un peu différents. Donc, ça, de pouvoir les capter et de pouvoir bien comprendre à qui on s'adresse, c'est un premier point. Et sur l'expérience du collaborateur client, moi, je pense que ça rejoint un peu ce qu'on vient d'évoquer. C'est comment on outille nos équipes pour performer au mieux. Mais voilà, je ne sais pas qui a posé la question. En tout cas, effectivement, un élément de réponse, c'est que nous, c'est vraiment une clé de succès. Tu peux avoir le meilleur outil du monde. S'il n'est pas adapté au process, ou si tu ne te poses pas d'abord la question des process, donc qui sont portés par les collaborateurs, ça va pas vraiment marcher. Et puis une des clés de succès, c'est l'adoption par les collaborateurs de la solution. Donc c'est vrai que HubSpot est plutôt connu pour ça, c'est que c'est une solution qui est très facile à utiliser. T'as pas besoin d'être formé non plus très très longtemps pour pouvoir l'utiliser. On en fait véritablement un élément différenciateur aujourd'hui. Avant de penser à l'expérience client, on pense effectivement aussi à l'expérience collaborateur. Je ne sais pas si c'était vraiment le sens de la question. Mais... Bon, écoute, en tout cas, c'était intéressant vos retours. Pour enchaîner sur la deuxième, la data, effectivement, aujourd'hui, des millennials, tu en as parlé, vous en avez parlé un petit peu aussi tous, qui est compliqué aujourd'hui de récupérer de la donnée en fait, de ces personnes-là. C'est quoi un peu les enjeux aujourd'hui par rapport à cette data? Comment on va chercher de la data qu'on ne peut pas capter de manière aussi simple, j'allais dire, qu'avant dans un formulaire? Eh ben, c'est un changement de posture. Il faut aussi accepter de ne pas récupérer l'email. C'est pas une fin en soi de récupérer l'email. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de demand gen versus lead gen aujourd'hui. C'est qu'on a été très longtemps obsédé en tant que marketeur, juste titre, tout le monde, moi aussi, à faire de la lead gen, à récolter des leads. Et finalement, comme on se rend compte que c'est de plus en plus difficile, on se dit, bon, on va revenir un peu au basique. Finalement, on va travailler sa marque, on va travailler son positionnement, on va travailler sa proposition de valeur, son thought leadership. Et si le travail il est bien fait, à un moment donné, les gens vont venir informer, comme on le disait tout à l'heure, mais c'est eux qui vont faire la démarche de venir. Donc finalement, il faut accepter de moins récupérer les mails, de moins essayer de récupérer cette donnée, et in fine, c'est les clients qui viendront la donner, mais à condition d'une valeur en retour. Anne-Laure, du coup, il y a une question qui était dédiée, rien que pour toi. Quand on forme nos collaborateurs à l'expérience client, comment s'assurer que l'expérience client est vue finalement comme quelque chose de naturel, inclus dans nos services, et pas comme un effort supplémentaire à faire dans le cadre de ses missions? Sacrée question. C'est une très bonne question parce qu'effectivement, je pense que c'est un vrai point de blocage. C'est qu'aujourd'hui, l'expérience client, elle est souvent perçue comme une couche supplémentaire qu'on rajoute sur ce qui existe déjà. Et ça, c'est vraiment le problème de départ. Et donc, l'idée, c'est quand même plutôt de repartir en mettant l'expérience client comme à la base de tout. Et du coup, c'est là que tout à l'heure je disais, c'est de bien penser tous les process autour du client. Parce qu'en fait, si tout est bien pensé autour du client dès le départ, l'expérience client, elle concerne tout le monde. Elle se développe naturellement. Et il y a quelque temps, je participais à une table ronde avec Conto. Et je vous recommande d'écouter et de lire ce que raconte la directrice marketing de Conto. Parce qu'elle explique très bien comment chez eux, l'expérience client, c'est l'affaire de tous. Dans le cœur de chacun, et que si c'est possible, c'est parce que effectivement tout a été pensé depuis le départ autour du client, et pas que le marketing, pas que, enfin voilà, mais tout. Et très bon exemple du coup de libre service même en B2B. Oui, et chez eux aussi, ce qui est intéressant, c'est que la connaissance client, ça c'est peut-être un autre point.
c'est qu'ils ont, et c'est assez rare dans des entreprises comme ça, B2B et assez récentes, c'est elle a créé un département Consumer Insights. Il n'y a pas que le marketing, il y a vraiment Consumer Insights qui centralise toute la donnée client et qu'elle met du coup à disposition de l'ensemble des départements. Donc ça évite le côté, toute la connaissance client elle est déjà fragmentée un peu à droite à gauche, on ne sait plus ce qui appartient à qui appartient le client, enfin tout ça c'est toujours des... Et le fait qu'elle ait créé ce département Insights, elle racontait que ça avait résolu pas mal de problèmes sur la diffusion de la culture client en entreprise. Très bien. Eh ben, merci en tout cas à tous les 4 pour votre participation sur cette première table ronde. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez applaudir évidemment nos invités. Merci encore à tous les 4.